On va commencer. On va ouvrir une discussion sur la méningite à VZV. C'est en fait un staff qui est né de beaucoup d'interrogations face à la prise en charge des patients. Moi, je vais commencer avec une présentation clinique. Je suis Hilary Aoui des CCA des urgences. Après, il y aura Thomas de la réanimation qui va nous parler en fait des formes graves, qui va nous dire les patients en fait, auxquels en fait, on peut penser à une prise en charge en réanimation. Ensuite, il y aura le docteur Véronique Delcé de l'infectiologie qui va nous dire faut-il traiter ou non. Et on va terminer avec le docteur Julien Colliary de la pharmacie qui va nous parler en fait des précautions. Il va parler de la cyclovir et des précautions qu'il y a à prendre quand on prescrit la cyclovir. Moi, je vais te présenter un patient que j'ai vu, une patiente en fait que j'ai vue il y a quelques mois, des méningites à VZV, j'en ai vu quelques-unes et tout le long des prises en charge en fait c'était pas tout à fait consensuellement. En fait, on a repris en fait une patiente au circuit dans des urgences, une patiente de 11 ans avancée par le cul, qui avait des antécédents d'hypertension, des antécédents ophtalmologiques essentiellement, qui prenait des antipétenseurs. Et en fait, depuis un mois, cette patiente se plaignait d'avoir des céphalées bitemporales qui se majoraient depuis une dizaine de jours. Du coup, c'est ce qui faisait sa consultation avec des nausées, des vomissements, des euphobies. Ça veut dire qu'elle avait peur de faire ce moment qui déclenchait les douleurs. Les douleurs irradiées au niveau de l'oreille droite, au niveau de la mâchoire inférieure, à titre de décharge électrique, et les constantes étaient bonnes, notamment il n'y avait jamais de cris de fièvre. Elle avait eu au CUC déjà, au CUC, quand elle est prise en charge au CUC, elle avait son médecin traitant qui avait débuté une prise en charge à l'extérieur, et notamment une IRM cérébrale qui était normale, bon, subnormale, en gros qui ne montait rien en rapport avec la symptomatologie qu'elle présentait. Notamment, il y avait juste une séquelle ischémique au niveau du vernis cérébelleux. La biologie qui avait été faite, on n'a pas tout, je n'ai pas retrouvé tous les résultats, mais a priori, il n'y avait pas de signes biologiques, mais le costé normaux. L'antalgie qui avait été débutée était a priori inefficace. Les collègues du CUP vont refaire un angioscanner en se disant qu'elle a une section parce qu'elle a plutôt des symptômes unilatéraux. Et en fait, l'angioscanner revient normal. Et il y avait les deux coups au niveau des artères temporales, donc pas d'argument orthototalement une CRP qui était négative. Il faut une PL. Nous, on la voit à ce niveau de la prise en charge parce qu'il y a déjà l'examen de PL qui a été faite avec une méningite lymphocytaire, appelée lymphocytaire, elle a 93 globules blancs par millimètre cube avec 81% de lymphocytes. On a aussi une urachie qui a 0,62. Je n'ai pas retrouvé le destro, la glycémie capillaire qui avait été faite ce jour-là et la culture était négative. Donc, nous, on l'amène généralement, c'est des patients qu'on va prendre à la fermeture du CUC et on nous dit récupérer la PCA multiplex, une patiente qui a plutôt un bon état général, qui n'a pas de défense particulière. On récupère la PCA multiplex qui est positive à VZV. Et le temps on a peut-être 2-3 heures après son arrivée, le temps d'aller la voir, elle se donne une douleur un peu plus importante que quand elle est arrivée, où elle ne se plaignait pas tellement que ça. Et quand je vais la voir, elle a une éruption cutanée de l'ensemble de l'oreille, au niveau de la parotide aussi, et au niveau de la région cervicale à droite. Du coup, on en fait un zona qui peut expliquer qui est probablement l'origine en fait, de la méningite réactionnelle à VZV. Dans la nuit, je vais débuter la cyclovir en intraveineux avec, on a beaucoup travaillé déjà avec le docteur Juliette Ogaré pour qu'on puisse voir figurer taille poids pour qu'il y ait moins de problèmes avec la cyclovir. Et on met des antécédents de palier 3, notamment la morphine. Donc, le lendemain, moi, je transmets pour un avis infectieux. Et en fait, avec l'infectiologue de garde, qui prend la journée, l'astreinte, on va dire, il dit on arrête la cyclovir IV parce qu'en fait, elle n'avait pas d'encéphalie de cette patiente, il n'y avait pas d'anomalie particulière, pas de troubles de conscience, de troubles de comportement, de convulsion, rien. Il nous demande de faire un relais par valacyclovir Péros, faire un traitement antiseptique avec des rétrocédés avec de l'antalgie de palier 1 et 2, prévoir un bilan de contrôle à l'externe, notamment hépatique et rénale, et informer la patiente de surinfection et de douleur post-stérienne. Là, en gros, la patiente rentre avec un médecin, pour aller revoir son médecin traitant.
faut savoir que ça n'a pas toujours été cette prise en charge qui a été faite pour ce type de cas. J'ai déjà eu une autre patiente, à peu près 3, une autre qui n'avait pas forcément d'encéphalite, mais qu'on a voulu surveiller en réanimation, un autre qui était un peu plus jeune et qui, un collègue d'ailleurs, je pense, gynéco-obstétricien, de là je me souviens, qui avait fini à l'UHU aussi avec de la cyclovir. Donc, du coup, les prises en charge n'étaient pas tout à fait, n'étaient pas toujours les mêmes, quoi. C'est un peu l'objet de ce stade. Donc, quand on parle un peu de zona, quand on revient un peu sur un peu d'historique et tout ça, c'est que ça correspond à une réactivation du virus de la varicelle. C'est un virus qui, en fait, reste latent dans les granulocytes avec une réactivation cutanée, plus fréquent chez les personnes qui ont plus de 50 ans. Pour l'éruption, en fait, on a d'abord une phase prodromique avec une douleur qui a poussé l'éruption, une douleur à type de bouleuse de décharge électrique, puis une phase d'état où les patients vont avoir cette éruption caractéristique parce qu'elle est métamérique, un territoire syndique unilatéral qui est vésiculeuse, extrêmement douloureuse. Il peut y avoir des signes généraux ou pas, notamment fièvre, céphalée, et la gravité va surtout dépendre chez ces patients du terrain, notamment au niveau de dépression, de l'atteinte ophtalmique et aussi le risque de douleur post-ostérienne qui peut survenir plusieurs mois après la cicatrisation des lésions. Et il y a aussi un vaccin pour ce virus, on y reviendra plus tard. J'ai choisi 2 articles, un sur le zona, un sur la méningite à VZV, qui m'ont paru intéressants à présenter. Ça, c'est un article du New England qui a présenté quelque peu, on s'est listé un peu comme ça, mais c'est des éléments qu'on connaît sur les complications du zona. On a effectivement la méningite à laquelle on a fait face chez ce patient. Il y a aussi, bon, je rappelle un peu le syndrome de Ramsay 1 qu'on a vu récemment avec le chanteur Bieber qui a fait le zona oculaire avec la paralysie faciale. Et l'encéphalite aussi qui est plus connue, qui est beaucoup plus grave. Et en fait, en faisant les recherches à la biblio, je me suis rendu compte que c'est vraiment 2 entités différentes quand il y a l'encéphalite. Ce n'est pas le même terrain et ce n'est pas le même pronostic encéphalique. Vraiment, méningo, c'est avec des beaucoup plus grave et peut effectivement être beaucoup plus fatal que la méningite à VZV simple, isolée. Je n'ai pas retrouvé les photos que j'avais prises de la patiente. Bon, j'ai pris celle du New-England avec l'atteinte qui est toujours caractéristique, c'est un territoire sensitif. Là, c'est un zona en fait ophtalmique du 5.1 avec des vésicules, comme on le voit ici, ombiliquées. Bon, c'est caractéristique. Hein. Et là, je me suis aussi posé la question de quand on a mis ces traitements finalement. Parce qu'on avait aussi une discussion avec le docteur il y a quelques mois, plusieurs mois de cela, on se disait, est-ce qu'il faut même traiter ces patients? C'est un peu... Du coup, je me suis posé la question, dans cet article-là, on semble dire que les patients qui ont plus de 50 ans, c'est des indications de traitement, qui ont plus de 50 ans, qui ont une douleur modérée à sévère, un rash sévère, qui ont des atteintes de l'œil ou de la face, qui peuvent avoir d'autres complications, aussi le terrain peut faire traiter la patiente. Donc, finalement, si on en croit ces indications-là, on pouvait traiter la patiente. Maintenant, quand on regarde le côté traité comment IV, qui est aussi une question, je pense, aussi pertinente, traiter IV ou traiter Péros, pour le traitement IV, on voit que ça, c'est les recommandations du pays, c'est adapté pour on va dire, les atteintes, les zonas qui sont associées en fait à des encéphalites, par exemple, des formes viscérales graves. Et dans le cas contraire, ça c'est chez les immunocompétents, finalement, on va réserver le traitement Péros à ceux qui ont un zona ophtalmique ou ceux qui ont des formes en fait, à risque en fait, d'agir post-ostérienne. Donc, on était plutôt, on va dire, dans ce cadre, dans cette deuxième partie, dans le cadre d'un traitement Péros aussi. Là, c'est pareil, en fait, c'est juste pour montrer les posologies, un peu les effets indésirables. Le traitement Péros chez les immunocompétents va réduire en fait l'apparition de nouvelles lésions. Les vésicules vont guérir un peu plus vite, la douleur aussi va dégréger beaucoup plus rapidement. La cyclovie, finalement, la littérature ressent comme un traitement indiqué chez les patients qui ont soit des formes extrêmement graves, soit en fait un terrain immunodéprimé. Donc, le vaccin, j'en dis quelques mots. Bon, c'est aussi pour toujours nos collègues qui font beaucoup de prévention, surtout aussi de la médecine générale. Ce vaccin, effectivement, existe. Dans la littérature, il a ressorti sans vaccin les personnes qui vivent jusqu'à 85 ans ou 50% de risque de développer un zona.
et que ce vaccin, finalement, va diminuer le risque chez les patients de 64% chez les patients qui font, on va dire, qui pourraient faire entre 60 et 69 ans, donc 30% chez les patients de plus de 70 ans. C'est un vaccin qui va atténuer, bien entendu. On ne donnera pas aux patients qui sont VIH ou qui prennent le traitement immunosuppresseur ou qui, en fait, sont enceintes. Et il est recommandé, on pourrait le proposer chez les patients de plus de 50 ans et rembourser seulement chez les patients qui ont entre 65 et 74 ans. C'est une dose unique sans rappel en sous-cutané ou en intramusculaire. Là, c'est vraiment l'article le plus intéressant, c'est nos collègues français de Clermont-Ferrand qui ont fait ce travail. Très peu de cas retrouvés, mais ce qui semble dire dans ce travail, qui est probablement, qui a la capacité d'être à la fois récent, parce que c'est un article qui date de 2022, et avec très peu de cas, 5 cas de méningite AVZV qu'ils ont retrouvés. En fait, cette entité est décrite depuis 1980. On a vu l'un des premiers cas de méningite en fait AVZV chez un patient immunocompétent. C'est la troisième cause de méningite virale après l'entérovirus et l'HSV, détectée par l'ADN viral sera détecté par PCR dans le LCA, ce qui fait qu'on peut avoir effectivement plus de facilité en fait, après ces diagnostics par rapport à, on va dire, par rapport à avant, ou même parfois sans avoir les symptômes. Si on peut avoir l'encéphalorachidien, on peut faire effectivement cette technique pour détecter le virus. Il parle bien dans ce travail de différencier cette méningite qui est probablement réactionnelle, qui est un peu différente de nos méningites cliniques caractéristiques, cette espèce d'irritation méningée qui va accompagner 40 à 50% des infections en zona avec une leucocytose lymphocytaire. Et c'est un cas de méningite isolé qui va intéresser le sujet jeune et qui a une très bonne évolution sous traitement. C'est différent de l'encéphalite finalement à VZV qui, elle, touche les immunodéprimés, des sujets plus âgés avec un risque élevé de mortalité et de séquelles malgré le traitement. Donc, notamment le traitement de 15 mg 15 mg kilo toutes les 8 heures sur une heure, c'est un traitement qui est recommandé chez les patients qui ont une encéphalite et même avec le traitement, la mortalité est très élevée et les séquelles sont aussi importantes. Donc, cet article-là et celui-là, j'essaie de le résumer un peu. Ils prennent en fait à peu près plus de 300 dossiers de patients qui présentent une hyperleucocytose lymphocytaire avec une prédominance, bien sûr, lymphocytaire. Et ils prennent aussi 3 patients qui ont une PCR positive à VZV. Et ils ne prennent en compte qu'il y a beaucoup de critères d'exclusion que j'ai enlevés. Ils ne prennent en compte que les patients qui sont immunocompétents, les 40 patients. Et en analysant en fait avec les techniques de PCR, ils trouvent que 19 ont un entérovirus, ils inscrivent 19 pour un entérovirus, 16 aucune étiologie et 5 trop le VZV. Et ces 5 cas de VZV, on les analyser, nous en dire un peu plus. Et effectivement, c'est différent du tableau de méningo-encéphalite à VZV. Les patients qui font une méningite isolée à VZV, effectivement, cette hyperleucocytose lymphocytaire avec une culture qui revient négative. Ils sont jeunes, ils viennent d'âge à 33 ans, 2 femmes. C'est très, très peu, hein, je suis d'accord, mais bon, c'est probablement un des seuls travaux d'intérêt, puisque on va dire que c'est l'un des travaux le plus homogène, en fait, les plus homogènes sur la question, pardon. Durée des symptômes à peu près une médiane de 4 jours, hospitalisation 7 jours. Ils disent dans l'article en fait que tous les cas d'HSV qu'ils avaient identifiés avaient des méningoencéphalites. Tous les cas d'HSV qu'ils ont eu dans leur papier. Les patients en fait, qui ont une méningite à VZV, on va dire la quasi-totalité, les 5 avaient des céphalées, 4 sur 5 avaient des nausées, vomissements. La photophobie chez un, presque pas de fièvre, température supérieure à 38 chez un seul. Le rash, là, ça ne se voit pas bien, mais en fait, il y avait un item qui était marqué rash caractéristique en fait, chez un seul patient, pas chez tous. Et on remarque aussi que parfois l'éruption, comme c'était le cas chez la patiente, survient bien après les céphalées. On a aussi la même, ça j'ai déjà dit, hyperleucocytose lymphocytaire, la leucocytose lymphocytaire. On a une hyperprotéinorachie qu'on voit chez ces patients et pas de centre inflammatoire biologique, comme c'était le cas chez, en gros, pas d'atteinte périphérique. Quoi. Et pareil, ça c'était un peu pour dire encore un peu plus, caractériser encore ces 5 cas-là, et on voit que
la majorité de ces patients, je veux dire la totalité même, ont été traités par de la cyclovir en fait IV. Tous l'ont eu. Et après, ils ont fait, après l'égal de 5 jours de traitement, ils ont fait un traitement Péros et tous, on n'a pas le suivi pour un, tous ces patients ont une évolution favorable. D'ailleurs, le docteur termine l'article en disant que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt chez des patients qui font vraiment cette quantité de méningite isolée avec à leur mettre un traitement antiviral par voie intraveineuse? C'est la question qui pose parce que le terrain n'est pas le même. C'est des patients qui ont un bon système immunitaire qui pourraient, a priori, récupérer convenablement. Et donc, se pose cette question de comment les traiter de manière optimale. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Comment on peut être certain qu'on exclut l'encéphalite? Comment exclure à coup sûr l'encéphalite? Très bonne question. Les signes encéphaliques, c'est essentiellement les signes neurologiques focaux. Si jamais ils ont par exemple une paralysie hémicorporelle, ils convulsent, ils ont des troubles de comportement, des troubles de la conscience. C'est ça les signes en fait bilatéraux du parenchyme cérébral. Ça change tout en termes de pronostic et de gravité. Et est-ce que l'imagerie peut aider? Normalement, on est toujours, quand on commence à avoir des signes neurologiques focaux, donc des signes encéphaliques, on est censé faire une imagerie cérébrale, au moins un scanner, si on peut, puisqu'on n'a jamais l'IRM au début, au moins un scanner pour éliminer quelque chose qui pourrait nous contre-indiquer, en fait, un processus sensible qui pourrait nous contre-indiquer, en fait, de faire la ponction lombaire. Donc, quand on a des signes neurologiques, on fait déjà le scan, et seulement si le scan est normal, on peut tenter une PL. On ne peut pas faire la PL directement. Et il arrive dans le papier, là, les 5 patients traités, donc c'était que de l'IV, on est d'accord, il n'y avait pas eu de traitement oral. Ils ont fait un relais après le traitement IV. Et donc, quand ils évaluent, il n'y avait aucune séquelle, hein, aucune. Ils ont été évalués à combien de temps à peu près? On a une donnée là-dessus? On va dire qu'ils sont restés, si tu poses une question, je n'ai pas exactement le délai. Est-ce qu'ils nous disent là? Un jour? Non, je n'ai pas. Je n'ai pas exactement combien de temps il est évalué. Et l'âge moyen des patients, aucun problème. Ouais, d'accord. Et l'âge moyen des patientes? La médiane était de 33 ans. Ouais, donc c'est des patients jeunes. Ouais. C'est ça. Il y avait des nephrotoxicités rapportées chez ces patients? Non, ils n'ont pas mesuré. Ouais. Je n'ai pas trouvé dans l'article, ils n'ont pas mesuré. Ils ont plus fait les données démographiques et tout, les données cliniques, les données biologiques, les données du FCR, mais pas effectivement la néphrotoxicité ou l'hépatotoxicité. Et la posologie, il le précise de la posologie pour la méningoencéphalite, il le met dans l'article 15 mg kilo toutes les 8 heures. Et là, je pense que pour là, c'était du 10 mg kilo. D'accord. C'est assez concentré sur la posologie de 10 pour tout ce qui est méningite, sauf effectivement pour la méningoencéphalite. C'est assez concentré pour la posologie. Je n'ai pas vu de version d'études en demander moi. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va, c'est très clair. Merci beaucoup, Hilary. Merci. On va donner la parole à Thomas qui va nous parler. De quand hospitaliser les patients en réanimation, les signes qui doivent nous adapter, les signes de gravité. À toi, Thomas. Faut que tu fasses partager. Oui. Oui. Hop. Vas-y. Avec mon partage. Ouais. Là, c'est bon, vous voyez le diaporama? Ouais, je vois. Vous voyez le diaporama, là, Hilary, ou pas? Pas tout. J'ai pas entendu. On voit tout correctement. Ah, ok, super, merci. Désolé. Très bien. Donc, moi, j'étais censé vous parler des indications d'hospitalisation en réanimation pour les infections neuroméningées à VZV. Je l'ai un peu élargi puisque, finalement, les méningites simples, comme tu l'as dit, j'y reviendrai. Donc, les signes évocateurs de VZV, comme tu en as déjà parlé, Hilary, c'est globalement les signes cutanés qui peuvent accompagner justement ce tableau de méningite ou de méningoencéphalite à VZV.
Et ce qui va être assez particulier pour le VZV dans le cadre de l'encéphalite, c'est la vasculopathie artérielle et les différentes atteintes du tronc cérébral qui vont justement pouvoir mener les patients à la réanimation ou aux soins intensifs dans ce cadre nosologique-là. Le VZV, il a une fonction lombaire assez typique, entre guillemets, qui associe une hyperprotéinorachie aux alentours de 1-2 grammes par litre, une hypercellularité qui est globalement assez élevée, hein, aux alentours, enfin à plus de 100 cellules et à prédominance lymphocytaire, évidemment, une hypoglycorachie dans 40% enfin, à peu près à 40% de la glycémie du patient. En ce qui concerne les études justement qui sont intéressées aux méningites aseptiques, on se rend compte de façon assez rapide que le VZV fait partie des 2 voire 3 causes de méningite aseptique avec l'HSV et les entérovirus. Donc c'est quand même pas rare d'avoir des PCR VZV positifs dans les méningites aseptiques de nos patients. En ce qui concerne les particularités, cette fois-ci clinico-biologiques, les méningites simples à VZV, donc là, le titre a son importance, hein, je parle uniquement des méningites simples et pas des méningoencéphalites. C'est globalement des patients qui sont soit très jeunes, soit très âgés, qui vont se présenter avec un syndrome méningé franc, qui ne vont pas forcément avoir de la fièvre, qui ne vont pas forcément avoir un zona. Sur les séries de cas, ça oscille entre 11 et 88%, et qui vont avoir une PL assez typique, comme on l'a déjà vu juste avant. En ce qui concerne le suivi et le pronostic de ces patients, il est très largement favorable lorsqu'on parle de méningite simple à VZV. Donc, c'est pour ça que finalement, l'hospitalisation en réanimation ou en soins continus est, je pense, exceptionnelle sur les méningites simples à VZV quand il n'y a pas de signe d'encéphalite. C'est également pour ça qu'on est souvent un peu réticent à continuer le traitement par acyclovir, étant donné les éventuels effets secondaires de cette molécule. Et voilà, il y a deux populations assez particulières qu'on peut dichotomiser. C'est l'enfant, où le suivi, le pronostic, il sera favorable sans séquelles, et l'adulte, par contre, qui va se greffer de séquelles neurologiques à peu près, assez fréquentes, hein, 50% des cas à peu près dans les séries de cas. Les études sur les méningites à VZV, en 2000, il y a un auteur qui est Delablanchardière qui a fait une étude sur les patients VIH, puisque, comme tu l'as dit, Hilary, c'est initialement plutôt décrit chez les patients immunodéprimés. Et le seul facteur dans cette étude-là qui était associé à la mortalité et aux séquelles neurologiques en multivariés, c'était justement la sévérité du tableau initial et donc la présentation sur le mode méningoencéphalite et non méningite simple. Sur les recommandations de prise en charge, elles sont pas forcément très, très claires. L'habitude thérapeutique de la plupart des cliniciens, c'est de traiter ces méningites à VZV, même si la méningite simple à VZV a une guérison spontanée sans séquelles lorsqu'elle se présente sans signe de gravité, même si on ne traite pas. Le traitement, il est souvent fait parce que, justement, il peut y avoir des séquelles neurologiques quand on se place sur la population d'adultes. Et le traitement, lorsqu'il est indiqué, il est souvent fait à forte dose et pour une durée longue. Donc, c'est 10 ou 15 mg/kg selon qu'il y ait des signes d'encéphalite ou pas. Les études prospectives, elles sont difficilement possibles parce que, justement, l'habitude du clinicien est souvent en faveur du traitement. Peu de cliniciens qui vont choisir délibérément de ne pas traiter ces documentations AVZV dans le liquide céphalorachique. Si maintenant on se recentre un peu sur la question qui m'avait été posée, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut les hospitaliser en réanimation, finalement, on va tomber sur des choses assez classiques, c'est-à-dire les signes d'encéphalite. La méningoencéphalite avec une défaillance neurologique qui va être définie par un Glasgow inférieur à 13. Le patient qui a fait des crises convulsives et a fortiori s'il a un état mal épileptique. Évidemment, celui qui nécessite une intubation ou un technicage particulier qu'on fait qu'en réanimation. La détresse respiratoire, la déférence d'organes. Ça, on a finalement assez de facilité à penser que ça peut arriver que dans le cadre de méningoencéphalite et non de méningite simple. Sur les particularités du VZV qui sont assez sympathiques finalement, puisque c'est de la vasculopathie artérielle intracérébrale et ça va donner ce genre d'image-là avec des sténoses assez longues
des artères sylviennes. Donc là, sur les imageries que je vous montre, c'est vraiment une sténose très très longue de la portion M1 de l'artère sylvienne gauche du patient, qui va avoir comme conséquence de l'ischémie dans le territoire d'aval, et donc des signes cliniques assez graves et une défense neurologique grave. En ce qui concerne les vasculopathies, il y a pas mal d'études qui ont été faites là, sur le sujet. Il y a un Lancet en 2009 qui justement faisait une description un peu précise de ce que pouvaient être ces vasculopathies-là, avec des atteintes multifocales vasculaires, des petits vaisseaux, des atteintes granulomateuses artéritis des gros vaisseaux, ou alors même des anévrismes au niveau des bifurcations artérielles. Là, c'est une étude qui s'est intéressée à la méningite et à la méningoencéphalite à VZV sans éruption cutanée. Ils avaient 34 patients et il y en avait seulement 10 qui avaient une réaction, un VZV intracéphalorachidien, enfin liquide céphalorachidien. Et sur ces 10 cas, donc sans atteinte cutanée, il y en avait 7 qui avaient un tableau de méningite isolée et 3 qui avaient un tableau de méningoencéphalite. Donc finalement, sur cette documentation-là virale de VZV, on va avoir un pool de patients éligibles à la réanimation, enfin en tout cas qui nécessitera de la réanimation, qui sera assez faible sur une population déjà qui est assez faible de méningite à VZV. Sur les recommandations de management des encéphalites infectieuses de l'adulte, donc c'est les recommandations françaises, les experts français, qui décrivent l'encéphalite à VZV comme une maladie avec un haut taux de morbimortalité, beaucoup de séquelles neurologiques, et donc qui nécessite une prise en charge assez invasive, assez active, entre guillemets, sur l'aciclovir à haute dose et pendant une durée assez longue. Ça, c'est une autre revue de la littérature sur les méningites et les méningoencéphalites aseptiques. Et donc, ça remet en évidence que les encéphalites virales AVZV vont avoir comme particularité de provoquer une vasculopathie chez nos patients, unifocale ou multifocale, touchant les petits vaisseaux ou les gros vaisseaux, et dont la mortalité est assez élevée, puisque sur cette revue, on a 25% de mortalité sur ces méningoencéphalites AVZV. Voilà, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses sur la prise en charge réanimatoire du VZV, de l'infection neuroméningée à VZV, puisque finalement, ça se résume à la méningoencéphalite et à la grosse défense neurologique sur la méningoencéphalite qu'il faudra de toute manière admettre en réanimation. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, c'est bon, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Non, aucune question, c'était super clair. Merci. Comment on arrête le partage d'écran, c'est ça, je crois? Ouais, voilà. Maintenant, on va donner la parole au docteur Véronique Delcé qui va nous dire s'il faut traiter ou pas. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, on m'a demandé de parler de l'aspect thérapeutique, qui a déjà été abordé effectivement à la fois par Hilary et Thomas. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas du tout consensuel. Ça, effectivement, on a certains de cet aspect. Mais avant de tenter de répondre à la question, je voulais qu'on redéfinisse exactement de quoi on parle, et je voulais surtout faire un focus sur la méningite à VZV. Donc, comme Hilary l'a souligné tout à l'heure, on a vraiment le sentiment qu'au sein des complications neurologiques du VZV, il y a vraiment deux entités différentes. Il y a d'une part la méningite simple et d'autre part la méningoencéphalite. Et d'expérience, et je pense qu'on a tous été confrontés à l'un ou l'autre,
Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de méningite simple qui se présentait comme ça aux urgences, qui évoluait ensuite sur un mode encéphalytique. Soit c'est d'emblée des méningoencéphalites, avec le tableau clinique d'encéphalite, l'imagerie qui va avec, ou alors c'est des méningites simples. Et effectivement, c'est vraiment deux entités, à mon sens, totalement différentes. Et ces méningites simples, je pense que c'est celles-là qui font débat sur le traitement, puisque les méningoencéphalites, on est tous d'accord, il faut les traiter. Les conférences de consensus sont là pour le dire. Et donc là, voilà, redéfinir, moi, qu'est-ce que j'appelle une méningite simple à VZV? C'est donc une méningite sans encéphalite associée, de l'immunocompétent. Quand je dis encéphalite, c'est à la fois un critère clinique et aussi un critère imagerie. En général, tous les patients qui arrivent aux urgences, je pense, ça tu me dis si je me trompe, Hilary, ils ont tous au minimum un angioscanner, que ce soit aux urgences ou que ce soit aux urgences céphalées. Donc d'emblée, je trouve que c'est une bonne chose, même s'il n'y a pas de critère d'encéphalite clinique, c'est toujours bien d'avoir un scanner initialement. Et donc, méningite simple, pas d'encéphalite, du patient immunocompétent, puisque effectivement, chez le patient immunodéprimé, la question du traitement, elle ne fait pas débat non plus, parce que je pense qu'il faut le traiter. Donc, finalement, alors nous, on a l'impression que c'est une entité fréquente, mais on va voir, quand on fait un petit peu le focus sur la littérature, ça reste quand même une entité rare. Et finalement, il y a peu d'études qui différencient la méningite simple de la méningoencéphalite. Alors, vous l'avez déjà souligné, c'est des tableaux cliniques donc, qui peuvent concerner tout âge, mais on a quand même le sentiment que les méningites simples, ce sont des patients qui sont plus jeunes que la méningoencéphalite. En tout cas, ceux qu'on voit nous en infectieux, c'est pratiquement que des jeunes. Le tableau clinique, il n'est pas très particulier, si ce n'est qu'il peut y avoir du zona, de la varicelle, et que le LCR n'offre pas non plus de grandes particularités. C'est de la méningite lymphocytaire, la protéinorachie reste quand même assez modérée. Il y a effectivement l'hypoglycorachie dans 40% des cas, et la PCR est positive. Donc, quand on regarde dans la littérature les séries de cas de méningite simple AVZV de l'immunocompétent, finalement, il n'y a pas de grande série, il n'y a pas beaucoup de cas rapportés. Et je vous expliquerai aussi pourquoi. Moi, j'ai contacté des centres d'infectieux qui ont une valence neurologique, notamment le centre de Grenoble qui s'investit beaucoup dans les méningoencéphalites. J'ai contacté Pierre Palvin à Rennes, j'ai contacté les gens de Saint-Denis, les gens de Bichat, pour savoir, eux, combien ils avaient de cas de méningite simple AVZV de l'immunocompétent. Et j'ai été extrêmement estomaquée par leurs réponses, parce qu'en général, ils me déclarent moins de 1 cas par an. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette petite enquête, parce qu'on avait l'intention de déposer une lettre d'intention pour un PHRC, justement, de traitement pour les méningites AVZV. Et on a un peu rétro-pédalé, parce que c'est une pathologie qui nous paraît fréquente à la Rivoisière et a priori excessivement rare ailleurs. Alors, pourquoi c'est fréquent à la Rivoisière? Là, j'ai colligé environ, sur les 5 dernières années, 70 cas de méningite simple de l'immunocompétent. Ça paraît beaucoup. Là, on a actuellement une interne de médecine interne qui fait un travail rétrospectif sur ces cas-là pour essayer de voir s'il y a des particularités pronostiques, savoir également comment on les a traités. Et donc, clairement, ici, on a un effet centre par le biais des urgences céphalées. Et puis, on a aussi une spécificité, c'est qu'à la Rivoisière, depuis le 1er avril 2017, tous les LCR qui comptent plus de 10 éléments blancs par millimètre cube sont systématiquement screenés en PCR multiplex. Et c'est comme ça qu'on parfois on trouve le diagnostic. Et je pensais que c'était un peu le cas partout. Elle n'a pas du tout. À Bichat, ils n'ont pas la multiplex facile, en tout cas sur les LCR systématiquement comme ça. À Grenoble non plus. Donc je pense qu'il y a il y a pas mal de cas qui sont sous-diagnostiqués. Et nous, on a vraiment le sentiment de faire figure d'exception parce qu'on a une problématique. Et c'est vrai que la question qu'Hilary, tu poses, on se la pose au quotidien. Je ne dis pas qu'on en a tous les jours pour exagérer, mais on en a au moins une fois par mois, des méningites simples AVZV de l'immunocompétent. Et à chaque fois, on ne sait pas si finalement il faut les traiter ou pas. Est-ce qu'il faut les traiter IV ou Péros? En fait, on n'a pas vraiment la question. Alors, je voulais juste faire une petite remarque sur en fait, les réactions, les méningites réactionnelles, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on sait qu'au cours du zona, et ça, quelle que soit la localisation, on peut avoir une plébiscitose sans signe de méningite associée. Et dans un tiers des cas, la PCR sera positive. Donc, ce n'est pas ce à quoi on fait référence. Hein. Nous, on s'intéresse vraiment à la méningite clinique. Et donc, quand on regarde un petit peu les données dans la littérature, on sait qu'effectivement, il n'y a pas de données qui sont dédiées aux méningites simples. Les données, les recommandations, elles sont anciennes finalement.
et s'intéresse principalement aux méningoencéphalites. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon très rapide des recommandations à la fois des dermatologues. Donc, les dermatologues disent que dès lors qu'il y a une manifestation neurologique d'un zona, il faut traiter par voie IV. Les infectiologues disent que quand il n'y a pas d'encéphalite, on ne traite pas. Et les neurologues et les internistes n'ont pas émis de recommandations particulières. Donc là, c'est les recommandations de l'IDSA. Donc là, effectivement, c'est l'encéphalite. Donc effectivement, ça ne fait pas débat. C'est acyclovir 10 à 15 mg par kilo et par litre. On est même plutôt proche de 15. On sait qu'on est plus néphrotoxique à 15 qu'à 10, mais a priori, sur le VZV, il faut taper plus fort que sur l'HSV. Donc ça, c'est les recommandations de l'IDSA. Ça, c'est la conférence de consensus du zona. Donc, ce sont des conférences de consensus donc, qui s'appuient sur des recommandations d'experts, donc des anesthésistes, des infectiologues, des neurologues, des internistes, des gériatres, des virologues. C'est des revues systématiques de méta-analyse et d'essais cliniques. Et donc là, bon, pour le zona simple cutané, effectivement, c'est valacyclovir ou acyclovir. Et les recommandations de traitement, donc Saïdari, tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'on a plus de 50 ans, que l'éruption est évolutive de moins de 72 heures, qu'il y a une douleur importante, qu'il y a un zona ophtalmique ou des complications neurologiques, là, c'est une indication claire de traitement. Et quand on fait un focus sur les méningites, finalement, on voit que ça fait l'objet d'une phrase dans cette conférence de consensus et que finalement, quand on considère les complications neurologiques du zona, que ce soit méningite, encéphalite ou myélite, vous voyez qu'ils mettent tout dans le même panier. Au même titre que, voilà, ils mettent les méningites au même titre que les encéphalites. La recommandation, c'est acyclovir intraveineux pendant 10 à 14 jours. Et ça, c'est des recommandations européennes des dermatologues. Donc, pareil, même recommandation, dès lors qu'on a un zona avec une complication neurologique, on traite, de préférence par acyclovir IV. Et là, ils vont même jusqu'à 21 jours, les dermatologues, avec des doses qui sont à 15 mg par kilo et par 8 heures. Donc, si on considère les complications neurologiques du zona, où la réplication virale semble jouer un rôle important dans la pathogénèse, le rapport bénéfice-risque, il est clairement en faveur de traiter par acyclovir IV, mais je n'ai pas retrouvé dans la littérature d'essais cliniques randomisés, acyclovir versus valacyclovir ou versus pas de traitement, dans les infections du système nerveux central à VZV. Donc, il n'y a aucune recommandation par rapport aux méningites simples de l'immunocompétent. Et il n'y a pas effectivement non plus de grandes séries rétrospectives qui évaluent les complications, les traitements de ces méningites simples à VZV. Donc, globalement, ce qu'on voit dans la littérature et ce qu'on fait en pratique, c'est qu'effectivement, les habitudes se reposent sur l'expérience clinique des praticiens. Et on s'aperçoit que tout le monde ne fait pas la même chose. Moi, j'ai sondé des collègues à Bichat, j'ai sondé des collègues à Rennes, j'ai sondé des collègues à Grenoble et à la Rivoisière. On ne fait vraiment pas tous pareil. Et donc, on a 4 schémas globalement différents, soit de l'acyclovir IV exclusif, soit de l'acyclovir IV au départ relayé par le valacyclovir péros. Nous, personnellement, c'est ce qu'on fait. Valacyclovir péros d'emblée, c'est ce qu'on fait aussi pour les formes polysymptomatiques qui vont bien. Et ça, des jeunes qui viennent des urgences céphalées avec des méningites simples qui sont finalement pas si mal que ça, j'avoue. On les traite souvent par valacyclovir péros et j'ai même certains collègues qui n'ont pas traité du tout. Donc, on a ces 4 cas de figure de schéma thérapeutique. Alors, j'ai fait un petit focus sur la voie orale parce que finalement, on a tous peut-être plus ou moins traité ces méningites simples avec du valacyclovir. Et alors, sur quoi reposent ces recommandations ou cette utilisation? Donc là, c'était rien à voir. Hein. C'était un papier pour les CEP, mais c'était assez intéressant parce qu'ils ont fait de la pharmaco du valacyclovir chez des patients qui avaient la CEP. Ils se sont intéressés aux concentrations de valacyclovir dans le sang et dans le LCR. Et en fait, on s'aperçoit que la disponibilité de la molécule, elle est plutôt très satisfaisante. Le Cmax est atteint entre 1 à 3 heures après la prise. Et les concentrations dans le LCR, en tout cas chez ces patients-là, restaient stables entre 2 et 8 heures. Là, c'est un papier de pharmacocinétique qui comparait la pharmaco de l'acyclovir IV versus l'acyclovir oral versus le valacyclovir. Et ce qu'on sait, c'est que l'acyclovir IV a une pénétration dans le LCR d'environ 50%. L'acyclovir oral, on sait que ce n'est pas une bonne molécule, on n'utilise vraiment pas.
la biodisponibilité est vraiment très faible, 26%, et la pénétration dans le LCR, il est vraiment misérable, 20%. Et par contre, le valacyclovir, la biodisponibilité est de 55%, et la pénétration dans le LCR, elle semble excellente. D'où le rationnel de l'utiliser. Et alors, après, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce papier nous donnait des équivalences de doses avec 1 gramme de valacyclovir équivaudrait à 500 mg d'acyclovir IV. Et c'est probablement là-dessus qu'on propose les 1 gramme x 3 de valacyclovir. Donc, la logique voudrait qu'on propose des doses un peu plus élevées pour le VZV, 2 grammes x 4, j'avoue qu'on n'a jamais osé le faire. Mais on a quelques cas publiés dans la littérature de succès thérapeutique de ces méningites à VZV avec du valacyclovir Péros 2 grammes x 4 pendant 14 jours sans toxicité néphrologique associée. Là, c'est un papier qui est très récent et qui est, à ma connaissance, la plus grosse série jamais rapportée de cas de méningite à VZV. Donc là, ils avaient pris 72 patients tout venant, 72 patients de 20 services entre 2011 et 2018 qui avaient un LCR positif avec des manifestations neurologiques. Et sur ces 72 patients, donc, il y avait 34 méningites. Et c'était vraiment des méningites simples. Mais voilà, il y avait quand même 26% de patients immunodéprimés. Donc, ce n'était pas que des méningites de l'immunocompétent. Globalement, voilà, il y avait quelques données cliniques, quelques données biologiques sur la protéinurachie, l'hypoglycorachie. Là, ils avaient dosé l'interféron, la charge virale des VZV. Et là où c'est intéressant, c'est comment ils les ont traités. Donc là, c'est l'équipe de Pompidou, Cochin, et je ne sais plus quel autre hôpital. Et donc, sur ces 34 cas de méningite à VZV, en fait, la plupart ont été traités, 32. Il n'y en a que 2 qui n'ont pas été traités. Et en fait, ils n'ont pas été traités parce qu'ils allaient tellement bien qu'ils sont rentrés à la maison. Et la PCR VZV, elle a été récupérée a posteriori, une fois qu'ils étaient rentrés à la maison. Mais globalement, tous ont été traités. Et quand ils sont traités, c'est soit de l'IV seul, exclusif dans 44% des cas, soit du mélange IV puis du relais oral pour 53%, et puis de l'oral seul pour un seul patient, 3%. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est les données évolutives. Parce que sur les 34 patients, il y a un seul perdu de vue, il y a un décès, mais des décès non rapportés à la méningite. Donc finalement, sur les 32 qui ont pu être réévalués, 11, donc 34% ont une récupération incomplète et 21, 66% ont une récupération complète. Donc là, c'est un tableau récapitulatif sur la mortalité, toutes causes confondues, et les décès imputables aux VZV. Donc on voit que dans le groupe méningite, donc 33 patients, il n'y a eu aucun cas de décès rapporté à la méningite, ce qui semble logique avec ce qu'on vient de dire. Et à contrario, dans les méningoencéphalites, tous les décès rapportés étaient liés à la méningoencéphalite. Et en termes de récupération complète, donc on a en bleu 66% de méningite à VZV qui récupèrent complètement et 31% qui gardent des séquelles. Alors, les séquelles, c'était quoi? C'était principalement des troubles de la concentration, des troubles de l'humeur. Je crois que tous les patients avaient été réévalués à 3 mois. Et donc, voilà, il y en avait qui gardaient des séquelles à type de céphalée chronique, de troubles de la mémoire, de troubles du sommeil. Et dans ce papier, ils ont essayé de regarder s'il y avait des facteurs pronostiques qui corrélaient donc, ces séquelles. Et globalement, ce qui ressortait, c'était la protéinurachie et l'âge. Clairement, apparaissait corrélé. Et dans une moindre mesure, l'interféron et la CRP. Bon, l'interféron, c'est pas en routine. Donc, globalement, vous l'avez compris, il n'y a pas de consensus thérapeutique sur cette catégorie de méningite simple à VZV d'immunocompétents. Il y a une tendance au traitement IV parce qu'effectivement, on n'ose pas ne pas traiter. Et souvent, effectivement, on met en intraveineux, mais probablement par excès, avec le risque de complications dont va vous parler Juliette tout à l'heure. Ça reste une entité rare et bon pronostic, mais il nous manque clairement des données prospectives pour mieux définir les facteurs pronostiques. Et puis surtout, ce qui nous manque, c'est des essais thérapeutiques, soit un essai IV versus valacyclovir Péros, ou carrément un essai traitement versus pas de traitement. Alors, c'est vrai que j'avais eu l'ambition de déposer une lettre d'intention là pour le mois de novembre, faire un bras traitement versus un bras pas de traitement, et je me suis heurtée à de la réticence de certains centres en province en disant ne pas traiter une méningite à VZV
quid des vasculopathies, quid des risques de vascularite derrière? C'est vrai qu'on n'a aucune donnée évolutive. Et puis là, dans le peu de données qu'on a évolutives, c'est des patients qui ont tous été majoritairement traités. Donc, on s'est dit finalement, faire un bras placebo, ça paraît peut-être être too much pour commencer. Donc, l'intention, c'est de pouvoir déposer l'année prochaine un PHRC pour évaluer 2 bras, un bras valacyclovir-péros et un bras acyclovir-IB, avec la possibilité de faire un relais précoce dès qu'il n'y a plus de nausées ou de vomissements. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je suis fascinée par le projet de PHRC. Oui, ben, c'est fascinant, mais je ne sais même pas si c'est réalisable en pratique, parce que quand on a sondé les centres ailleurs, en fait, nous, on fait vraiment figure d'exception. Je pense qu'on est le centre en France, sans aucune prétention, qui a le plus de méningite AVZV. Mais je pense parce qu'on est les seules urgences à avoir les urgences céphalées. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en province, je me trompe peut-être. Et on a un biais de recrutement qui est assez étonnant. Et il y a aussi les pratiques du laboratoire de microbio, parce que je pense que voilà, si tout le monde faisait la multiplex, qui n'est pas vraiment fait ailleurs, probablement qu'on aurait plus de cas ailleurs. Mais là, on a essayé de faire une tentative de calcul du nombre de sujets nécessaires par bras. Et c'était faramineux, c'était aux alentours de 200 patients par bras. Et on s'est dit que c'est tellement rare, même si nous, on a le sentiment que c'est fréquent, alors probablement que tout le monde ne les rapporte pas. Mais on aurait bien voulu faire cet essai thérapeutique qui sera peut-être pas réalisable, mais je pense que ça répondait vraiment à une question qu'on se pose souvent, en tout cas ici à la Riboisière, parce qu'après, voilà, Juliette, elle va nous parler des complications, mais on a eu, je pense, sans mentir, en moins une dizaine de patients jeunes qui ont fait l'insuffisance rénale aiguë à la cyclovir. Et en plus, au départ, des fois, on tape trop fort, on met du 15 mg kilo. Maintenant, on ne fait plus 15, on fait 10 quand ils vont bien, quand ils sont rassurants. Mais je pense qu'on pourrait éviter un certain nombre de néphrotoxicités. Ce que vous vouliez faire, c'était un PHRC pour traitement versus pas de traitement, c'est ça? Oui, au début, c'était notre idée. Et puis, finalement, quand on s'est dit qu'on allait probablement se heurter peut-être à un comité d'éthique ou peut-être à la réticence de certains centres, finalement, on a changé un petit peu le design de l'étude et on voudrait faire de l'IV versus de l'oral. Et je pense que ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été testé. Je pense que ce serait bien si on arrive à le faire, mais pour ça, il faut qu'on arrive à recruter des méningites AVZV et ça ne court vraiment pas les coûts. À mon sens, c'est probablement sous-diagnostiqué. Je pense. Ouais. Si en fait les collègues des autres centres font au moins cette spéciale multiplex, dès qu'ils ont effectivement cette hypercellularité ou cette hyperostose lymphocytaire, il y en aura. Sûrement. Pour moi, 200 patients, ça pourrait être facile. Peut-être un peu plus de 2 ans. Donc ça se fait. C'est très beau. On reste optimiste. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Super. Moi, j'avais une question. Au vu de tout ce que vous nous avez dit, est-ce qu'à l'heure actuelle, il est licite de mettre en place un traitement PEROS chez quelqu'un de presque pas symptomatique, de post-symptomatique qui sera suivi par l'infectiologie? Mais est-ce que c'est licite à l'heure actuelle de le faire ou vous pourrez nous le reprocher? Je pense qu'on ne peut pas le reprocher parce qu'il n'y a pas de recommandation. Donc, après, j'ai des collègues qui l'ont fait. Moi, ça ne me choque pas parce que c'était le design de l'étude qu'on voulait faire au départ. Franchement, on en a plein des patients jeunes. Ils ont un peu mal à la tête. Ils sont finalement pas si mal que ça. Après, tous n'ont pas été réévalués sur le plan cognitif et c'est ça aussi le but du PHRC. Ce serait aussi de les revoir à distance pour voir s'ils ont ces troubles de concentration, les troubles du sommeil. Parce que peut-être que si on ne les traite pas en phase aiguë, peut-être qu'à 6 mois, ils vont peut-être développer des troubles de la concentration. Je sais qu'il y a même un papier là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps où ils impliqueraient le VZV dans la pathogénèse de la démence d'Alzheimer. Donc, on ne voudrait pas faire non plus des Alzheimer plus tard, mais moi, ça ne me choque pas de ne pas les traiter. Et j'ai des collègues qui l'ont fait, pas qu'à Paris, j'ai des collègues qui l'ont aussi fait en dehors de Paris. Et je pense qu'on ne peut pas nous le reprocher dès lors qu'il n'y a pas de recommandation consensuelle. Parce que
qui dit pas de voie intraveineuse dit pas d'hospitalisation. Donc, au vu de la situation, ça, de suite, moi, ça me parle. Parce qu'on fait déjà, par exemple, dans les paralysies faciales, même sans avoir d'argument pour une pathologie virale, on traite des fois de manière préventive. En tout cas, ça a été déjà évoqué plein de fois par les ORL de traiter de manière préventive par acyclovir. Donc, si c'est fait dans des cas comme ça, sans avoir de documentation, moi, je me dis pourquoi pas le faire lorsqu'on a une documentation. Tout à fait. J'avais une question, si j'en profite, pour parfois la nuit, on a des PCR multiplex qui deviennent négatives chez des patients comme ça. Est-ce que de manière, on va dire, manière honnête, on peut laisser sortir ces patients? Parce que moi, j'avais eu, on va dire, des cas où on devait les garder, notamment pour des suspicions d'infection HSV. Il fallait envoyer les prélèvements en fait, à Saint-Louis pour faire des PCR. Des PCR, on va dire, beaucoup plus sensibles sur le LCR. Est-ce qu'il faut vraiment en fait, les garder? Je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas la multiplex, donc on envoyait des PCR spécifiques. Et puis quand la multiplex est mise en place en 2017, nous, on était un peu frileux. C'est vrai, quand la PCR était neg, on refaisait l'APL le lendemain, parce qu'il n'y avait plus de tubes d'urgence. Et on demandait des PCR spécifiques qu'on envoyait à Saint-Louis. À ma connaissance, on n'a jamais eu de multiplex initialement négative avec une PCR spécifique des ZV positives. Les virologues nous disent qu'elle est quand même très sensible, très spécifique. Et globalement, elle est plutôt fiable, la PCR multiplex. D'accord. Donc, on peut les laisser sortir juste avec ce résultat-là en disant que c'est bon, peut-être on va aller médecin qui est pas à distance. À condition qu'il y ait l'imagerie quand même, parce que je pense que l'imagerie... On a l'imagerie facile, je pense. Ici, j'ai l'impression qu'elle est symptômes neurologiques, on le demande assez facilement. C'est juste que parfois, la nuit, on se pose des questions. Moi, j'avoue, je les garde un moment. Je revois le matin avec les infectiologues pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Ça arrive même parfois, au moindre doute, qu'on mette même une couverture antibiotique en disant on va voir ce qui se passe le matin et on rétrocède dans la journée. Je pense que c'est toujours bien de les garder en surveillance pendant 12 heures, on voit comment ils évoluent. Être sûr qu'ils ne vomissent pas, qu'ils ne soient pas hyperallergiques. D'ailleurs, là, on a une jeune femme qui a une méningite à VZV là, qui est arrivée vendredi soir par le biais des urgences céphalées. Là, je ne sais pas, depuis le début du mois, c'est de la deuxième. Depuis le début de l'année, je crois qu'on est quasiment déjà à 25. Et on en voit beaucoup, alors, donc je ne sais pas. Merci beaucoup. On va donner la parole au docteur Oliari, qui va nous parler de la cyclovir et de précautions. Merci beaucoup de nous avoir conviés à ce stade. On est ravis de venir avec ma collègue Jeanne. Donc, c'est une adaptation d'un petit topo qu'on avait fait aux urgences grâce à Hilary, suite à un effet indésirable qui était survenu chez un jeune homme sans antécédent, pas d'insuffisance rénale, qui avait eu un surdosage en acyclovir, qui avait justifié un passage en réanimation et une exploration extra-rénale pendant une journée. Et l'évolution avait été favorable. Mais on avait un peu creusé le dossier, qui était intéressant. Donc, là, je vais vous parler des effets indésirables de l'acyclovir et des précautions qu'on peut prendre par rapport à certains des effets indésirables. Et donc là, j'ai repris un petit peu tous les effets indésirables qui sont cités dans le Vidal. Et donc, nous, ici, on va faire un focus sur les effets indésirables rénaux, donc la néphrotoxicité, sur les effets indésirables locaux, le risque de réaction locale inflammatoire et de phlébite aussi d'injection. Et puis là, pour mémoire, je cite les effets indésirables neurologiques. Je n'y reviendrai pas, mais ils existent, donc ils doivent faire penser à rechercher un surdosage chez ces patients. Alors, la néphrotoxicité de l'acyclovir, donc c'est une étude qui a été faite en 2021 sur tous les épisodes d'insuffisance rénale aiguë médicamenteuse à l'hôpital.
Et donc, cette étude a été faite. Donc, cette étude a répertorié tous les médicaments suspectés d'avoir conduit à cet effet, à cette insuffisance rénale aiguë d'origine médicamenteuse. Donc là, c'est la première page. On voit que les diurétiques arrivent en pôle position avec le furosémide. Donc, ensuite, vous avez les IEC, les antibactériens, les aminosides. Et on arrive en deuxième page avec quand même la cyclovir qui est citée avec 8 cas sur 468 cas d'insuffisance rénale aiguë, donc un peu moins de 2%. Donc, c'est peu, mais il faut aussi rapporter ça à l'utilisation de la cyclovir qui est beaucoup moins importante, par exemple, que celle du furosémide. Donc, ce n'est pas rare. Une autre étude a évalué les facteurs de risque qui étaient liés aux insuffisances rénales aiguës sous la cyclovir IV. Et donc, c'était une étude de cohorte rétrospective monocentrique qui a été faite en Angleterre sur 268 patients qui avaient été traités par acyclovir IV et qui avaient une insuffisance rénale aiguë. Enfin, parmi ces patients traités, certains ont eu une insuffisance rénale aiguë. Donc, 13%, qui est un taux assez important de l'ordre de grandeur du pourcentage de ce qu'on trouve chez les patients traités par aminoside. Et donc, dans les facteurs de risque indépendants, l'existence d'une insuffisance rénale chronique préexistante, du diabète, et puis, évidemment, de la posologie d'aciclovir. Donc, ces patients étaient traités par 5 à 10 mg kilo jour. Alors, malheureusement, il n'y a pas de stratification du taux de survenue de l'insuffisance rénale aiguë en fonction de la dose. On aurait aimé voir ce qu'il en était pour 5 mg kilo et pour 10 mg kilo x 3. Donc, ce n'était pas le cas dans ce papier. Alors, la physiopathologie de l'insuffisance rénale sous aciclovir, c'est une cristallurie et une néphropathie interstitielle. Donc là, c'était un papier assez intéressant parce qu'il répertorie tous les mécanismes de toute la physiopathologie des insuffisances rénales aiguës médicamenteuses. Donc, 2 mécanismes pour l'aciclovir avec une cristallurie. Donc là, c'est un case report, il y en a plusieurs. Là, je l'ai pris parce que la photo est jolie. Donc, ce sont vraiment des cristaux en forme d'aiguille. La survenue de ces cristaux est liée à la faible solubilité de l'aciclovir. Donc, ça précipite, avec une obstruction tubulaire et puis une inflammation interstitielle secondaire. Cette néphrotoxicité, elle est bien connue, elle est parfois sévère et typiquement, elle survient rapidement après le début du traitement, 24 à 48 heures. Voilà, c'est un papier qui parle des néphropathies cristallines en général, qui parle aussi des méthodes de diagnostic de ces cristalluries médicamenteuses. Donc, il cite plusieurs médicaments. On voit notamment parmi les médicaments coupables l'aciclovir, mais aussi l'amoxicilline, des sulfamides comme la gazine, et puis je vois pas bien des fluoroquinolones. Alors, donc tout ça pour évoquer les précautions qui sont en relation avec cet effet indésirable. Alors, il y a donc 3 facteurs de risque de néphrotoxicité aciclovir. Une dose quotidienne trop élevée, peut-être un pic plasmatique trop élevé, et puis une déshydratation du patient. Alors, pour la dose trop élevée, quelles sont les précautions qu'on peut prendre? Alors, ça paraît tout bête, mais il faut avoir une notion à peu près exacte du poids du patient, puisqu'on calcule une dose kilo. Donc, pour notre jeune homme qui a eu ce surdosage, en fait, son poids avait été évalué, avait été un petit peu majoré. Il y avait un recueil d'un poids de 80 kg, en fait, il en faisait 10 de moins. Et en plus, il avait une dose kilo élevée. Il avait une dose de 15 mg kilo, donc cela a fait qu'il a eu une bonne grosse dose. Ensuite, il faut adapter la posologie à la fonction rénale assez tôt. Donc, dès que la clairance est inférieure à 50, il faut adapter. Attention aux patients obèses, parce qu'il faut, si on calcule la dose sur la base du poids réel, on va être surdosé. Donc, le Vidal dit juste qu'il faut faire attention, mais il ne dit pas vraiment comment. Je ne sais pas s'il faut calculer ça sur la masse maigre. En tout cas, il ne faut pas adapter au poids réel chez les patients obèses. C'est sûr qu'on va surdoser. Et puis, peut-être, j'aurais peut-être dû mettre un point d'interrogation, peut-être un avis spécialisé si on veut traiter à plus de 10 mg kilo x 3. Voilà, donc ça, c'est juste le Vidal qui dit qu'en dessous quand la clairance est inférieure à 50, il faut augmenter, il faut diviser par 2. Alors ça, c'était pour revenir sur le sujet qui a été très, très bien traité par Véronique sur la posologie et les incertitudes. Donc, ce qu'il faut savoir globalement, c'est que le Vidal ne parle pas de méningoencéphalite à des élevés, et en tout cas, il ne parle pas de posologie à 15 mg kg. Voilà, ça, on ne voit pas dans le Vidal. Et puis, bon, ça, Véronique a très bien détaillé, donc je ne reviens pas dessus.
Les autres facteurs de risque de néphrotoxicité, donc à part la dose et cette discussion qu'il faut vraiment bien peser entre 10 mg kg, 15 mg kg et puis le poids, mais aussi le fait qu'il faut éviter un pic plasmatique et tout bêtement, on va l'éviter en perfusant lentement, donc 1 heure minimum. Et puis le troisième point de vigilance, c'est qu'il faut éviter la déshydratation, donc il faut penser à hydrater systématiquement le patient. Donc ça, c'était pour le risque de néphrotoxicité, les précautions à prendre. Donc elles sont largement reprises dans le VIDA et puis dans la recommandation de diverses sociétés savantes. Il y a aussi un autre risque à prendre en compte, c'est celui de l'intolérance veineuse. C'est une solution qui est hyperalcaline. Un pH de 11, c'est absolument énorme. Donc, il faut bien diluer. Et on trouve dans le Vidal quelque chose qui n'est pas vraiment fréquent. Il importe de respecter scrupuleusement les modalités de reconstitution et de dilution. D'habitude, on ne voit pas ça dans le Vidal. Il faut vraiment respecter ce qui est marqué. Donc, il faut bien diluer pour faire un petit peu tomber ce pH qui va donner des irritations locales, voire des phlébites. Et donc, dans le Vidal préconise une concentration maximum dans la poche de perfusion de 5 mg par millilitre. Donc, en pratique, c'est un petit tableau, mais pour faire court, tant qu'on est à 10 mg kg, chez le patient qui n'est pas trop gros, on va être bon en mettant la dose par perfusion dans 250 ml. Ça va être à peu près bon. Mais si on a un patient un peu costaud et qu'on est à 15 mg kg, il va parfois falloir diluer dans 500 ml. Il y a un double intérêt à bien diluer, c'est que, un, on évite la toxicité locale, et puis deux, en même temps, on hydrate. Voilà, donc, il faut bien diluer. Voilà, donc ça, c'est à retenir. Donc, attention à la néphrotoxicité, bien calculer la dose, bien connaître le poids, il faut qu'il soit exact, attention à l'obèse, bien adapter à la fonction rénale très tôt, donc ça veut dire, bien sûr, voilà, la créate avant de commencer, éviter la pique plasmatique en perfusant lentement sur une heure minimum, bien hydrater. Attention à la toxicité veineuse, bien diluer le produit dans une poche, un volume suffisant. Donc, tout ça, vous avez un protocole de rempli, j'ai vu, aux urgences, donc c'est parfait. Il faut, je pense, encourager les juniors à vraiment ne prescrire que ce protocole. Et puis surveiller le rein une fois par jour minimum, puisque chez ce patient, on avait fait un historique, une prise chronologique de la biologie, c'est d'aller très très vite. Il avait vraiment dégradé très très vite son rein. Et puis, penser au surdosage devant des signes neurologiques chez un patient qui peut être aussi un peu neurologique. Donc, voilà, c'est pas facile. C'est le cas de ce patient, il avait eu des signes neurologiques. Voilà. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? C'est une présentation qui me marque encore parce qu'il y a quelques mois qu'on l'a faite. Je pense qu'on prescrivait tous en fait la cyclovir comme ça, sans se poser la question de l'hydratation, du poids. Et quand on a su avec des collègues, finalement, on n'avait pas tant de complications que ça jusqu'à ce cas effectivement que vous avez présenté où finalement, je pense qu'on fait un peu plus attention. Moi, personnellement, quand je mets le protocole, je ne peux pas, notamment chez la patiente que j'ai pris en charge là, je ne peux pas terminer ou valider la patiente si je n'ai pas mis le poids, la taille du patient. Et il y a un protocole déjà fait avec la dilution et l'hydratation. Donc, c'est un beau travail. Ça nous évite effectivement des complications avec ce médicament. Mais c'est vrai que Juliette, alors c'est vrai que tu as raison, c'est souvent des patients surdosés, mais pas que. Nous, on est très vigilants parce qu'effectivement, en plus, nous, on leur donne, on leur met le Vichy, on leur met la Vichy en plus. Et nous, on les pèse systématiquement à l'entrée, donc on est très scrupuleux. Et puis, comme tu dis, chez le patient obèse, on est bien en dessous, enfin, on calcule sur le poids idéal. Et on a, de temps en temps, quand même, malgré tout, des insuffisances rénales aiguës. Et ça, je ne sais pas l'expliquer, parce que ce n'est pas lié qu'à un surdosage, c'est lié aussi à la cristallerie. Et j'avoue qu'effectivement, des fois, c'est totalement inattendu. Et on a des patients qui vont finalement pas si mal que ça. Et puis, l'hospitalisation se prolonge parce qu'ils ont l'insuffisance rénale aiguë. On est embêtés. Mais ouais, on a eu cette problématique-là aussi de temps en temps. On n'était pas en surdosage. Enfin, on n'a pas eu le sentiment que le patient était en surdosage. Et il a quand même malgré tout fait l'insuffisance rénale aiguë. Et effectivement, c'est des insuffisances rénales qui surviennent très vite. Ils ne viennent pas en fin de traitement. C'est très souvent dans les premières 72 heures. Ouais. Et quand tu dis que vous hydratez, en fait, combien? Nous,
Enfin, nous, les nombres de filles, enfin, quand je dis qu'on c'est souvent 2 litres de filles sur 24 heures chez du jeune, hein, pas d'antécédents cardiaques. Oui. Ils ont la Vichy en plus, on leur dit de bien boire. Et puis, malgré tout, de temps en temps, alors, ce n'est pas non plus très fréquent, mais on a eu des insuffisances rénales malgré ça. Ouais. Il n'y avait pas de traitement néphrotoxique associé? Non, c'est souvent les jeunes, ils n'ont vraiment pas d'autres médicaments associés. Ouais. On traque, on regarde s'ils n'ont pas pris des anti-inflammatoires en dose D, en plus dans leur chambre, mais non. Ouais. J'ai vu un papier qui m'a un peu surpris là, en préparant le topo. C'était une revue qui disait que chez le patient hospitalisé, l'incidence des insuffisances rénales aiguës chez le patient hospitalisé, c'était 22%. Je trouve ça absolument énorme. Ça vous paraît… Tu veux dire tout venant? Tout venant. Un patient sur 5 aura une insuffisance rénale aiguë pendant son hospitalisation. Critère Cadigo, je ne sais pas, ça m'a paru absolument énorme. On voit très peu de temps. Ça veut dire le temps qu'ils sont à l'UHU. Oui, et vous les voyez où ils ne sont pas encore en insuffisance rénale. Ils ne sont pas encore… À moins qu'ils passent plusieurs jours, on peut effectivement s'en rendre compte. Mais… Et Juliette, tu as eu des données, toi, sur la néphrotoxicité du valaciclovir? Alors, j'ai vu un case report de néphrotoxicité sous Vala-Perros chez un patient âgé. Je ne me rappelle plus les détails, mais c'est un patient âgé. Donc, en fait, la cyclovir, faire du Perros, c'est intéressant parce que c'est plus pratique. Je ne pense pas qu'on va être moins néphrotoxique, pas forcément si on a des grosses doses, surtout que peut-être qu'on va moins bien hydrater les patients. Bon, on va diminuer la toxicité veineuse, mais ça, on voit ça dans tous les… Enfin, on le voit très souvent, mais par contre, je n'ai pas tellement de retour de phlébite d'aciclovir. Les patients âgés là, qui sont traités en ville pour leur zona, ouais. On ne les voit pas arriver avec de l'insuffisance rénale aiguë, ou alors on ne le sait pas, ça rentre dans l'ordre. Parce que je ne pense pas que les médecins généralistes en ville font doser la créate systématiquement aux personnes âgées qui font un zona et qui mettent sous valaciclovir. Je ne pense pas que c'est dans les pratiques. Moi-même, les patients qui sont sous valaciclovir, je ne check pas la créate. Après, le rôle de la dose et le rôle respectif de la dose quotidienne, par exemple, ou la dose par prise et du pic, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop. Et probablement, il y a quand même un effet pic. C'est comme pour l'AMOX. Ça monte vite, et puis tout est excrété dans le rein, et là, ça cristallise. Probablement, il y a quand même un pic qui doit être beaucoup plus progressif Perros, probablement. Mais bon, enfin, voilà, c'est une supposition. Il y a aussi l'hépatotoxicité qui revient aussi, que moi j'ai retrouvé. Ouais. Ça me fait penser, on n'a pas discuté de ça, c'est l'antalgie pour notamment pour le zona. Oui, c'est une vaste question. Mais même les méningites, la BZV, quand ils sont hyperalgiques, là c'est le cas de la patiente qu'on a en ce moment. C'est difficile parce que c'est des patients qu'on a du mal à soulager et qu'on garde parfois en hospitalisation par excès, pas parce qu'ils sont céphalétiques, c'est juste qu'ils sont très algiques. Dans la littérature, j'ai retrouvé notamment l'article de Neuengamme, dont je n'ai pas présenté ça parce qu'il disait les corticoïdes, mais je pense que non. Parce que si les patients effectivement sont un peu âgés, tout ça, ça peut poser problème. Le tramadol, je n'aime pas trop dans la population qu'on a. Donc, il restait un peu ils ont parlé de morphine à libération, action rapide, tout ça. Là, la patiente qu'on a actuellement, elle a de l'acupan en IVSE, qui la soulage moyennement bien. Ce qui la soulage le mieux, c'est la morphine. Et pourtant, la morphine n'est quand même pas le traitement de référence de la méningite, parce qu'on sait que ce n'est pas non plus très efficace. Mais elle, en tout cas, elle répond bien en morphine. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, merci pour ces excellentes présentations. Bonne soirée.